tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. En ouverture de ce journal, nous parlerons des enjeux d'une charte sur le bois. Nous vous ferons découvrir le 42e numéro des Annales monégasques. Nous parlerons du premier roman signé Patrick Rinaldi intitulé 11. Et pour terminer, nous vous proposerons le traditionnel Focus Info consacré cette fois-ci au ballet de Monte-Carlo qui effectuait une tournée en Italie. Préserver les forêts et lutter contre la déforestation. Voici tout l'enjeu de cette charte sur le bois. Les nouveaux signataires 2018 étaient à l'honneur, l'occasion de rappeler le fonctionnement et l'enjeu de cette charte. Un reportage d'Alexandra Panier. L'état de santé de nos forêts est alarmant. Près de 30 millions d'hectares ont été perdus en 2016 et quasi autant en 2017 selon le Global Forest Watch. Actuellement, on estime qu'entre 15 et 30% du bois exploité dans le monde est d'origine illégale. Depuis près de 9 ans, Monaco a ainsi lancé la charte sur le bois, un instrument permettant de promouvoir l'engagement des entreprises pour une utilisation vertueuse du bois et de ses produits dérivés. Beaucoup de catalogues professionnels indiquent les provenances. Et si les bois ne sont pas vraiment certifiés, on incite les gens à essayer de tracer. La traçabilité est un concept important. Et puis après, il y a tous les dérivés du bois, comme le papier par exemple. Et là, sur le papier également, si vous prenez les catalogues des fournisseurs de documents, de papier, etc., vous verrez qu'il y a beaucoup de produits, de matériaux, etc., qui sont... Les meubles sont très souvent également certifiés et c'est indiqué sur leurs caractéristiques techniques. Au total, ce sont 58 signataires qui ont adhéré à cette charte orchestrée par le gouvernement princier, la Fondation Prince Albert II, l'association MC2D et l'IMED. Il y a eu 11 signataires cette année et de plus en plus, il faut responsabiliser à la fois les citoyens, mais également les entreprises à leur responsabilité environnementale. C'est une démarche tout à fait volontaire qui peut être valorisante pour l'entreprise, qu'elle peut également valoriser auprès de ses clients, qui sont de plus en plus à la recherche de cette responsabilité environnementale. Un engagement simple et qui permet aux entreprises d'adapter leur démarche, d'être épaulées et de suivre l'évolution de leur engagement dans le temps. L'ensemble des entreprises de la Principauté sont ainsi invitées à signer cette charte afin d'ancrer la thématique de la lutte contre la déforestation comme responsabilité sociétale. Le 42e numéro des Annales monégasques vient de paraître. La revue s'est penchée notamment sur plusieurs figures qui ont marqué l'histoire de la Principauté. Patricia Navarro nous présente ce nouveau numéro avec quelques-unes des plumes qui ont œuvré à sa réalisation. Ils ont pour point commun leur amour de l'histoire et des connaissances très approfondies sur des personnages qui font partie de l'histoire de Monaco. Thomas Fouilleron et Marik Touati sont deux des auteurs qui ont participé à l'élaboration du 42e numéro des Annales monégasques. Un numéro qui fait la part belle aux grandes commémorations qui ont marqué l'année 2018. Le sommaire des Annales monégasques 2018 a été guidé en partie, comme les numéros précédents, par les commémorations de cette année, et notamment 3 commémorations. L'une, le tricentennaire de la naissance de Couperin, le compositeur, qui a eu pour muse une princesse de Monaco, la fille du prince Antoine Ier, qui a été une claveciniste prometteuse, virtuose même, qui est malheureusement morte assez jeune, et Couperin a composé pour cette princesse une pièce de clavecin qui s'intitule La princesse de Chabeuil, qui était son titre de courtoisie, donc Chabeuil dans le valentinois, ou la muse de Monaco. Et puis, il y a 2 autres, effectivement, commémorations. Le 250e anniversaire de la naissance du sculpteur monégasque François-Joseph Bozio. Et puis, évidemment, le tricentenaire de la ville de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis a été l'occasion de revenir sur l'ascendance de cette première princesse américaine de Monaco, Alice Heine, qui en réalité avait donc des origines françaises, mais de Français qui avaient migré aux États-Unis après quelques étapes.
Et donc, parmi les anniversaires célébrés en 2018, il y a celui du tricentenaire de la fondation de la ville de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, où est née la princesse Alice, seconde épouse du prince Albert Ier. Ses familles maternelles et paternelles se sont rencontrées en effet en Louisiane, même si elles n'y sont restées que brièvement, comme le raconte l'historienne Marique Toiti. Ce qui s'ensuit est donc le mariage de Michel Hein avec Marie-Amélie Milton-Berger et leur installation qui était normalement censée durer en Louisiane, mais qui est contrariée par la guerre de sécession, puisqu'aux États-Unis, les tensions justement autour de la question de l'esclavage font qu'en 1860, la guerre va progressivement commencer entre les États du Sud et les États du Nord, ce qui motive la famille Hein à retourner en France de façon justement à protéger déjà la famille et puis à éviter justement le conflit qui va là aussi malheureusement ravager les États-Unis pendant 5 ans. Et c'est pour cette raison que donc Alice Hein, même si elle est née à la Nouvelle-Orléans, va grandir essentiellement à Paris, sous le Paris du Second Empire, puis ensuite de la Belle Époque. Et en effet, c'est dans ce contexte de Belle Époque qu'elle-même connaîtra divers lieux de résidence ou de villégiature et rencontrera en effet le prince Albert Ier à Madère. Le 42e numéro des Annales monégasques évoque également l'histoire de l'art et les travaux de restauration qui ont été entrepris au Palais Princier. On peut y retrouver aussi les portraits de personnalités telles que Marie Ratazzi, petite-fille de Lucien Bonaparte, qui a fréquenté Monaco et ses princes, ou un focus sur le rapport à la mer du prince Albert Ier, des récits qui se lisent comme autant d'épisodes d'un roman dont le principal personnage, en toile de fond, n'est autre que la principauté de Monaco. Et d'un livre à un autre, après les Annales monégasques, nous allons nous plonger à présent dans le premier roman du monégasque Patrick Rinaldi. Il s'intitule 11. Patricia Navarro a rencontré l'auteur. Vous connaissez son visage, mais aussi son nom. Pendant de longues années, Patrick Rinaldi a sillonné les rues de la Principauté. Il s'est ensuite également engagé en politique et le voilà aujourd'hui tout entièrement plongé dans l'une de ses grandes passions, l'écriture. À mi-chemin entre une enquête extrêmement documentée et un récit fictif, il vient de sortir 11, un premier roman que vous aurez bien du mal à ne pas lire d'une traite, tant il vous tient en haleine et vous transporte dans les jours et heures qui ont précédé les attentats du 11 septembre 2001. Si vous voulez, il y a eu des rapports qui ont été faits au niveau aux États-Unis. Ensuite, on a retrouvé beaucoup d'écrits sur la toile. Là, il faut se méfier quand même parce qu'il y a beaucoup de fausses informations. Donc, il a fallu faire un tri. C'est là aussi, justement, ce qui est très intéressant, est un moyen d'évasion. Et ensuite, si vous voulez, ce qui a été intéressant, c'est de savoir que ils ont, après l'enquête, à tout reconstitué. Souvent, d'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez, quand il y a une affaire de terrorisme, après, on reconstitue, on retrouve, ils sont passés par là, ils ont fait ça et tout. Donc, une fois que je suis arrivé à regrouper tout ça, ben oui, c'était facile, aisé, je dirais, de romancer un petit peu et d'en faire une histoire, et en créant un personnage. Patrick Rinaldi s'est donc appuyé sur un personnage principal, l'abbé. Il nous emmène ainsi aussi dans les arcanes du Vatican. L'abbé est un personnage que j'ai voulu créer de toutes pièces. Il a un côté charmeur, il a un côté agaçant souvent. C'est quelqu'un qui joue. Je pense que c'est un artiste quelque part et il aime bien, il adore son métier bien sûr, il a du métier. Et à partir de là, ce qui l'intéresse, c'est peut-être aussi sa forme par rapport à sa formation, si vous voulez, au niveau de l'Église. Il aime transmettre, il aime faire passer son savoir et tout. Donc voilà, j'ai joué là-dessus. L'abbé, qui est au cœur du livre 11, va d'ailleurs devenir un personnage récurrent puisque Patrick Rinaldi n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il a pris un tel plaisir à écrire et mener des recherches plus qu'approfondies qu'il prépare déjà un nouvel opus des aventures de cet enquêteur pas tout à fait comme les autres. Et cette fois-ci, son héros tentera d'apporter quelques réponses à la mystérieuse disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref et en images. Le Prince Souverain était présent au Yacht Club ce mercredi pour la remise des prix Outward Band, une association qui a vu le jour il y a quelques années en Principauté et qui permet aux jeunes de réaliser leurs rêves et leurs objectifs dans la vie.
Chaque année, le stade nautique Régnier 3 se transforme en patinoire, 1000 m² sur lesquels petits et grands découvrent les joies de la glace et de la glisse. Ouverte jusqu'au 3 mars, la patinoire promet de fortes sensations et comme tous les ans, un spectacle est donné à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ouvert à tous, le gala de Noël vous ouvre ses portes le 22 décembre au soir. Direction l'Italie, Venise, où les ballets de Monte-Carlo effectuaient une tournée. La compagnie a présenté son programme phare Roméo et Juliette. C'est votre Focus Info, il est signé José Sacré. Née des eaux, comme Vénus dont elle tient son nom, Venise est un cadeau miraculeux fait à l'humanité. Des millions de touristes venus du monde entier viennent chaque année découvrir les sortilèges de la Sérénissime. Dans cette ville-État, dont la splendeur économique et la puissance militaire se sont imposées au XIIIe et XIVe siècle, s'est amassée une incroyable richesse artistique, architecture, peinture et musique. Le musicien le plus immédiatement associé à Venise est sans nul doute Vivaldi, mais aussi Monteverdi, qui a passé les 30 dernières années de sa vie comme maître de chapelle de la basilique Saint-Marc. Et puis les Gabrieli, Cavalli, Lotti, Albinoni, dont les œuvres étaient jouées dans de multiples salles, palais, églises et opéras. Des opéras jadis, Venise en a collectionné presque une trentaine. Aujourd'hui, subsistent 2 opéras à Venise, le théâtre Malibran et le plus célèbre théâtre da Fenice, érigé dans les années 1790. Rossini, Bellini, Donizetti et Verdi ont trouvé le succès à la Fenice, un théâtre plusieurs fois victime des flammes, reconstruit à l'identique et inauguré en 2003. Pour la seconde fois de leur histoire, les ballets de Monte-Carlo ont été invités à se produire au théâtre La Fenice de Venise du 12 au 16 décembre avec Roméo et Juliette, chorégraphie de Jean-Christophe Maillot, musique de Prokofiev, interprétée par l'orchestre de La Fenice sous la direction de Nicolas Brochot. C'est vrai qu'il y a cette idée romantique de donner Roméo à Venise. On est même passé par Vérone en venant à Venise, donc on est passé pas loin de l'origine. Non, il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de magnifique. C'est vraiment ça c'est quand même des moments rares qu'on aime bien garder dans sa mémoire. Il y en a eu quelques-uns depuis le temps, mais celui-là il est important, surtout avec l'orchestre en plus. Ça c'est vraiment aussi quelque chose d'essentiel. Pourquoi avez-vous invité les ballets de Monte-Carlo ? Parce que je pense que c'est une très bonne, je pense pas, je suis sûr, qu'une très bonne compagnie que je connais très bien. On l'a déjà invité en 2010 avec Cendrillon. C'est très bien passé. Avec Jean-Christophe Maillot, on avait décidé de revenir ici, de l'inviter encore une fois. Et on a trouvé le bon moment pour le faire. Pour ces 5 représentations au théâtre La Fenice à Venise, 2 nouveaux couples d'artistes chorégraphiques se sont partagés les rôles principaux, Victoria Anagnan, Juliette, et Simone Tribuna, Roméo, et lors de la première devant notre caméra, Anna Blackwell et Alexis Oliveira. C'est ce que j'aime dans cette compagnie formidable, parce que je dis toujours que chaque année c'est une nouvelle vie. Alexis, il a fait Roméo il y a longtemps, et puis je n'étais pas tout à fait convaincu, et puis il fait un magnifique Frère Laurent. Et puis là, on a eu un souci avec un garçon, et donc il refait Roméo avec Anna, qui elle est vraiment une très très jolie Juliette, qui pour moi s'approche au plus près de ce que Bernice Kopiters avait pu créer dans ce rôle. Il y a une maturité, c'est vraiment la Juliette comme je l'imagine, pas enfantine, une forme d'innocence,
mais femme très, très décidée, prenant les choses en main, décidant de son destin, de ce qui va lui arriver. Et elle a Anna Blackwell, elle a cette puissance-là de cette femme, comme Bernice, finalement assez discrète et assez timide, assez humble dans son travail. Et quand elle arrive sur scène, il y a une forme d'explosion absolument incroyable. Et c'est très agréable et magnifique, après 20 ans, de voir ce personnage vivre de cette manière-là. Oui, c'est incroyable de danser ici. Je me sens vraiment très honoré, avec en plus l'orchestre de la Fenice pour nous accompagner. Et puis, pendant que je danse, d'apercevoir tout ce décor magnifique de la salle, je pense que j'ai vraiment de la chance d'être ici. Là, on s'est trouvé avec Anna il y a quelques semaines pour répéter. Et c'est une partenaire magnifique. Elle est magnifique. J'ai beaucoup de chance aussi, après ce temps-là, de pouvoir danser avec elle aussi. I feel very safe dancing with him, like I can really let myself go. I know he's there for me. Je me sens très protégé quand je danse avec Alexis. Je me laisse vraiment aller. Il est là pour moi. On n'a pas eu beaucoup de répétitions pour mieux nous connaître, mais je suis très confiant dans la manière dont je pense que les choses vont progresser, comment on va bouger ensemble. Il est vraiment dans le rôle de son personnage et je le sens vraiment quand il pleure, qu'il est heureux, qu'il me regarde. Il est vrai. Bien sûr, il m'entraîne avec lui et c'est vraiment très bien de partager cela avec lui. Il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent. C'est le théâtre, c'est une nouvelle partenaire, c'est l'orchestre aussi qui nous amène aussi. C'est bien parce que chaque instrument aussi, ça nous réveille un sentiment. Alors c'est aussi génial de pouvoir avoir tout ça ensemble dans ce théâtre magnifique. Au Théâtre La Fenice de Venise, les 5 représentations de Roméo et Juliette de Jean-Christophe Maillot, musique de Prokofiev avec l'orchestre du Théâtre La Fenice dirigé par Nicolas Brochot, ont été des succès longuement applaudis par le public. Le lendemain du dernier spectacle à Venise, à l'aube, les ballets de Monte-Carlo se sont envolés pour Athènes, où le magnifique Megaron Center les attendait pour 12 représentations de Cendrillon, chorégraphie de Jean-Christophe Maillot, jusqu'au 29 décembre. Mais les équipes de la compagnie de ballet de Monte-Carlo, techniciens et artistes chorégraphiques, ne sont pas prêts d'oublier ces moments de grâce et d'émotion vécus sur la scène de l'un des plus beaux théâtres du monde, la Fenice de Venise. Espérant, qui sait, y revenir un jour, comme le suggère une étymologie du nom de Venise, Veni etiam, revient. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo pour ces prochains jours. Vendredi, un ciel couvert et nuageux. Le week-end sera plus clément avec un beau ciel bleu samedi et de belles éclaircies dimanche. Le climat, quant à lui, se radoucira également. Lundi, des températures plus fraîches mais toujours du soleil malgré quelques passages nuageux. À compter de mardi, retour des nuages et de la pluie mercredi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.